Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de cette édition. 1 million de demandes de souscription soumises via la plateforme numérique d'inscription à ADL3 sont acceptées initialement. Annonce faite hier par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée populaire nationale. Les précisions dans un instant. Et l'on ira dans ce midi du côté de Fouka, dans la wilaya de Tipaza, qui abrite l'un des 5 méga-projets de stations de dessalement d'eau de mer censées participer à assurer la sécurité hydrique du pays avec plus de 300 000 mètres cubes jour. Et à Alger, l'on ira faire le point s'agissant de l'extension du métro d'Alger confiée à une entreprise ou à des entreprises et des compétences 100% algériennes. Et puis le vote sur le projet de la nécessité de mettre fin au blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d'Amérique sur Cuba, en place depuis 60 ans. À l'Assemblée générale des Nations Unies les 29 et 30 octobre, au cœur d'une conférence de presse. Hier, au siège de l'ambassade de Cuba en Algérie. Retour sur cette conférence dans ce journal. Et puis au Maroc, l'affaire de l'application d'espionnage Pegasus. À mesure que le temps passe, de nouveaux éléments éclatent au grand jour, montrant l'implication du régime marocain dans une vaste affaire d'espionnage de journalistes, de personnalités politiques et des membres de la société civile. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre attention. Tout d'abord, l'Algérie a exhorté hier à New York la communauté internationale à agir pour protéger les personnes les plus vulnérables à Gaza, notamment les femmes, réitérant son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans l'enclave palestinienne et au Liban qui subissent une agression sioniste sans précédent, a affirmé au Conseil de sécurité le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama. La communauté internationale doit agir, selon ses propos, pour protéger les femmes et les enfants touchés par les conflits armés, réitérant l'appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, mais aussi au Liban, je le disais, afin de veiller à ce que tous les civils, et en particulier les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes, soient protégés par le droit humanitaire international. Et justement, à Gaza, au moins 20 personnes ont été tuées dans 2 frappes aériennes sionistes nocturnes sur Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Une première frappe a visé une maison familiale du quartier d'El Manara, dans le sud-est de la ville, faisant 14 martyrs. Et un autre a visé, par une seconde maison visée à proximité, tuant 6 personnes. L'armée sioniste poursuit ses opérations dans la bande de Gaza et a lancé une nouvelle offensive dans le nord du territoire. Et rappelons que plus de 770 personnes sont tombées en martyrs dans le nord depuis le début de cette offensive le 6 octobre. Et puis au Liban, une frappe sioniste sur le village d'El Khudr dans la région de Baalbek Harmel a fait 7 martyrs, dont 3 enfants. Une seconde attaque dans la même région sur le village de Halania a fait 5 martyrs. Par ailleurs, 3 journalistes libanais sont tombés en martyrs aujourd'hui à l'aube dans un bombardement de l'armée sioniste qui a visé leur résidence dans le sud du Liban. Et puis chez nous, au siège de l'ambassade de Cuba en Algérie, une conférence de presse s'est tenue hier autour du blocus économique imposé par les États-Unis d'Amérique, en place depuis plus de 60 ans. Ce blocus continue de peser lourdement sur l'île. Le vote sur le projet de la nécessité de mettre fin au blocus économique, commercial et financier à l'Assemblée générale des Nations Unies les 29 et 30 octobre s'avère donc crucial. Regardez cette couverture de Majda Jahmoun. Cet embargo, on va le définir comme une violation. Frappé par de nombreuses contraintes financières, Cuba subit une grave crise énergétique récemment marquée par une coupure d'électricité de 3 jours ayant affecté l'eau potable et la conservation des aliments. Résultat du blocus qui lui est imposé depuis plus de 60 ans par les États-Unis d'Amérique, provoquant des pénuries touchant tous les secteurs, notamment énergétiques et alimentaires. Cuba réitère sa dénonciation de ce blocus et espère mettre fin à cet embargo inhumain le plus tôt possible. Si les Américains pensent
pense que le blocus n'est pas la cause fondamentale, pourquoi pas il ne l'élève pas? Pourquoi il n'élève pas le blocus? Qu'ils essayent de l'élever un jour, une semaine, un mois, une année, et on verra les résultats. Les dégâts que le blocus a causés à Cuba pendant les 3 dernières années seulement, si ces blocus, si ces sanctions n'existaient pas, on aurait pu avoir une croissance du PIB d'au moins 8%. Ce blocus qui empêche Cuba d'accéder à de nombreux marchés internationaux et limite l'usage du dollar dans les transactions a eu des conséquences désastreuses sur l'économie cubaine, mais pas que. Ce blocus doit cesser, tout court, parce que le Cuba ne mérite pas ces sanctions qui n'ont pas une base légale. L'ambassadeur du Sahara occidental a exprimé son soutien au Cuba, une lutte que se partagent les 2 peuples sahraouis et cubains contre toute forme de colonialisme. La situation est difficile à Cuba, surtout après la récente coupure d'électricité de 3 jours qui a affecté la conservation des aliments. L'explication de son Excellence, l'ambassadeur de Cuba, est importante pour adopter le projet intitulé « Nécessité de mettre fin au blocus économique, commercial et financier » à l'Assemblée générale des Nations unies le 29 et 30 octobre. Cuba est connu pour son soutien aux causes justes. Il mérite donc notre soutien et notre solidarité lors de ces moments difficiles. Alors que tout le monde attend la décision de l'Assemblée générale des Nations unies, Cuba demeure un symbole de résistance face aux pressions extérieures soutenues par des alliés en faveur de la justice. Et concernant le dossier du Sahara occidental, l'avocat Emmanuel Dever, membre collectif des avocats ayant plaidé devant la Cour de justice européenne dans l'affaire de la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental, a affirmé que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne constitue, en plus d'être un acquis et une nouvelle opportunité, une réponse cinglante à la propagande de l'occupant marocain, estimant que ce dossier était clos, mais également à ses occupants alliés au sein de l'Union européenne, à leur tête la France et l'Espagne, qui ont adopté des positions unilatérales non conformes au droit international et au droit européen, et d'ajouter les magistrats de la Cour de justice de l'Union européenne ont exprimé et de manière claire que le Sahara occidental et le Royaume marocain sont des pays distincts et que de ce fait le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara occidental, qu'il appartient dès lors de traiter le Sahara occidental comme étant un territoire non autonome et constitue une question de décolonisation. Et aux pays voisins du Sahara occidental, à savoir le Maroc, l'affaire du logiciel d'espionnage Pegasus continue d'éclabousser le Merzen. Ce régime a attaqué et par d'attaques des journalistes et des personnalités politiques et des membres de la société civile, démontrant la politique répressive et troublante du régime du Merzen. Le scandale du logiciel espion Pegasus qui a éclaboussé le Merzen ces dernières années n'a pas encore livré tous ses secrets. Une méthode digne d'un régime mafieux. À mesure que le temps passe, de nouveaux éléments éclatent au grand jour, montrant l'implication du régime marocain dans une vaste affaire d'espionnage. Des journalistes, des personnalités politiques et des membres de la société civile ont été pris pour cible dans une série d'attaques cybernétiques. Le régime marocain utilise ces outils pour espionner les opposants, les politiciens et même les citoyens ordinaires. Cette technologie dont on Merzen un pouvoir sans précédent pour surveiller les activités et interférer dans la vie privée des opposants à l'intérieur et à l'extérieur. Je tiens à souligner que ce type de coopération renforce la capacité du régime marocain à réprimer la liberté d'expression et les droits politiques et augmente aussi son contrôle sur la population en général. Le recours aux technologies de pointe à des fins d'espionnage est donc devenu monnaie courante au Maroc. Ces scandales mettent à nu les liens entre le Merzen et l'entité sioniste, témoignant de la faillite du régime marzénien. Nous assistons à une intensification de cette coopération, notamment dans le domaine de la surveillance électronique et de l'espionnage. Cette coopération continuera probablement de s'intensifier
Et le régime marocain profite aussi de la technologie israélienne pour renforcer son contrôle interne, tandis qu'Israël obtient un point d'ancrage dans la région. Le régime marocain s'implique donc de plus en plus dans la stratégie sioniste d'espionnage à grande échelle, utilisant ainsi la technologie pour contrôler, manipuler et harceler les opposants, journalistes et personnalités politiques marocaines. Et puis, retour chez nous. Lors d'une audition devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Blaribi, a annoncé l'acceptation initiale de plus d'1 million de demandes de souscription sur plus de 1,4 million de demandes soumises via la plateforme numérique d'inscription du programme ADL3. Blaribi a fait état d'un total d'1 440 340 inscrits via la plateforme numérique du programme ADL3. Précisons que les demandes de souscription de 1 24 342 d'entre eux ont été acceptés après enquête et vérification de leur éligibilité sur le fichier national. Le premier responsable du secteur a en outre annoncé la finalisation des procédures de sélection des terrains destinés à la réalisation de la première tranche du programme ADL3 d'une superficie de 7000 hectares et de l'adoption des cahiers des charges relatifs aux études. Et puis destination à présent Fouka dans la wilaya de Tipaza qui abrite l'une ou plutôt l'un des méga-projets de stations de dessalement d'eau de mer censés participer à assurer la sécurité hydrique dans le pays. D'une capacité de 300 000 m3, ce projet dont le taux de réalisation avoisine les 85%, une fois achevé, il devra alimenter les wilayas d'Alger, Blida ainsi qu'une grande partie est ou de la partie est de la wilaya de Tipaza. Yamina Saïdji. S'étendant sur une superficie de 7,15 hectares, le méga projet de station de dessalement d'eau de mer Fouka 2 avance à grands pas. Située entre la ville d'Alger et la ville de Tipaza, cette station devra produire jusqu'à 300 000 m3 par jour, ce qui permettra d'alimenter les citoyens de la région ouest d'Alger et une partie de la wilaya de Blida. Nous sommes en phase d'installation des équipements de la station de dessalement d'eau de mer. Nous les avons presque tous reçus. Le chantier avance bien. Les différentes étapes de montage sont en cours, depuis l'acheminement des équipements jusqu'aux essais techniques pour la mise en service finale. La station compte 7 pompes haute pression pour la production d'eau à travers les membranes, ainsi que des filtres pour éliminer toutes les impuretés de plus de 5 microns avant de passer à l'étape de l'osmose inverse. Nous avons mis en place tous les moyens humains et matériels possibles. Concernant la main-d'œuvre, nous avons mobilisé 1540 ouvriers, entre cadres et ingénieurs algériens diplômés des universités et centres de formation algériens. Les matériaux de construction sont également locaux. Le taux d'avancement des travaux de la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2 de Tipaza est actuellement estimé à près de 85%. Une fois en service, elle garantira un approvisionnement fluide pour la wilaya de Tipaza grâce à la station de dessalement Fouka 1 qui sera entièrement dédiée à cette région. Et toujours concernant les projets à même d'améliorer le quotidien aux citoyens algériens, on fait le point sur l'extension du métro d'Alger. Plusieurs points sont en travaux du côté est de la capitale et c'est l'entreprise algérienne Cosider qui est à l'œuvre. Les ingénieurs et une main-d'œuvre 100% algérienne à cette étape de la réalisation. Nous dit Raouf Hamouch. Nous sommes ici au niveau du chantier de réalisation de la ligne métro d'Alger, au niveau de la station de l'université Houari Boumediene de Bab Zouar. Ici, les travaux de génie civil sont entièrement achevés. Cette ligne devra relier Bab Zouar à l'aéroport Houari Boumediene d'Alger jusqu'à Al-Harrach. Les travaux d'extension de la station de Oued-Semar à celle de l'aéroport Houari Boumediene ont été réalisés grâce à un tunnelier, le TBM. Chaque jour, une moyenne de 20 mètres linéaires ont été creusés. C'est une machine qui a permis un gain de temps considérable. Elle a également permis la réalisation des travaux dans les délais. Nous poursuivons notre périple accompagnés par les ingénieurs de Cosider chargés de la réalisation de ce méga projet. Cette fois-ci, nous sommes descendus à 40 mètres de profondeur au niveau de la station d'Al-Harrach. Cette ligne reliant l'aéroport Houari Boumediene à la station d'Al-Harrach s'étend sur 9,5 km.
Une ligne réalisée selon des normes internationales, notamment en ce qui concerne les travaux du système d'aération et de ventilation. Les équipements راهي في قيد l'évaluation technique تاع les offres. هنا لازم لنا tout un renforcement بلي فوت بارابلوي le clouage les fibres de verre وين رحنا حتى درنا التقطيع تاع الخرسانة باش ندخلوا في les puits de ventilation. En effet, les travaux du projet d'extension du métro d'Alger avancent à pas de géant. Ingénieurs, techniciens et ouvriers travaillent à pied d'œuvre afin de parachever les travaux dans les délais impartis. Comme vous le savez, les travaux nécessitent un contrôle technique rigoureux de jour comme de nuit. Nous assurons le travail selon un système de 3 shifts. Je suis diplômé de l'École nationale des travaux publics de Cuba. En 2013, j'ai intégré la société Cosider pour le projet du métro d'Alger. Sincèrement, cela m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, nous sommes fiers qu'un aussi grand projet qu'est le métro d'Alger soit réalisé par des compétences 100% algériennes. Des projets qui contribueront à fluidifier le trafic routier à Alger et qui faciliteront de façon considérable les déplacements dans la capitale. Et puis, dans ce contexte et dans l'actualité, hier, une journée d'information sur les techniques de la VAR au profit des journalistes s'est tenue à la salle de conférence du stade Nelson Mandela de Bellary. Et c'est Abid Sherf, le directeur technique national de l'arbitrage, qui a animé juste après une conférence de presse. On l'écoute. Pour cette saisonnière, elle était programmée auparavant, mais on a décidé de la faire après tant de journées, après 5 journées. On a pu récolter des situations de jeu pour bien expliquer. D'ailleurs, c'est bien d'expliquer avec les matchs de notre championnat. C'est mieux de ramener des vidéos de notre championnat. Mais on a vu que les journalistes ici présents, ils ont bien apprécié. Ils ont partagé, les informations. Ils étaient très attentifs. Et Inch'Allah, ils vont partager les informations avec le public. Allez, toujours avec l'actualité sportive, cette fois-ci, avec la 6e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football qui a débuté hier soir avec l'affiche entre le leader, le Moudia Club d'Alger, et son dauphin, l'Olympique Akbou, au stade du 5 juillet d'Alger, qui s'est soldé sur le score de parité de 0 partout. Cette 6e journée se poursuit aujourd'hui avec 4 matchs au menu, dont le derby de l'Est entre le CS Constantine et le S Sétif. Plus de détails avec Riyad Belkhadim dans ce compte rendu. La 6e journée de Ligue 1 s'annonce intense et indécise pour les formations de l'élite. Le Chabab de Belouizdad se déplacera sur le terrain du NC Magra. Ce déplacement s'annonce risqué pour le Chabab qui n'a toujours pas remporté de match après 5 journées. Une victoire serait cruciale pour redonner confiance à l'équipe et aux supporters. Le derby de l'Est entre le CS Constantine et l'Entente de Sétif sera l'un des chocs les plus attendus de cette journée. Le CSC en forme depuis le début de cette saison tentera de continuer sur sa lancée face à une équipe sétifienne qui sait voyager. Le Paradou Athletic Club reçoit le Mouloudia d'Oran dans un match qui pourrait relancer l'une des deux équipes. Avec des performances en dents de scie, les deux clubs chercheront à obtenir une victoire pour grimper au classement. Saoura, forte de ses résultats récents, accueille le Mouloudia d'Olbayad, un match où la formation de Béchar souhaite enchaîner les bons résultats face à un adversaire accrocheur qui tentera de surprendre les sudistes. L'USMA d'Alger se déplace à Chlef pour affronter l'ASO après avoir battu l'Espérance de Mostaganem en déplacement. L'USMA est en réussite. Le match entre la JS Kabylie et l'USM Khechla à Tizi Ouzou pourrait être bien décisif pour l'avenir de l'entraîneur Abdelhar Benchira. Avec un début de saison difficile pour la JSK, une défaite pourrait sceller le sort du coach qui peine à trouver des solutions pour redresser la situation du club. Enfin, l'Espérance de Mostaganem reçoit Biskra dans un match crucial pour les deux équipes mal classées. Voilà qui termine ce midi réalisé par Yachik Gelou. L'information revient ce soir à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour cette édition. Bon appétit si vous êtes à table, à tout à l'heure.